Toutes les histoires que vous allez voir sont vraies. Les témoins, les officiers de police, de gendarmerie, les scientifiques que vous entendrez ont vécu ces phénomènes étranges. Aujourd'hui, ces mystères sont encore inexpliqués. Bonsoir. Vous avez tous entendu parler, j'imagine, de phénomènes étranges ou mystérieux, peut-être même que certains d'entre vous en ont vécu. Je veux parler de phénomènes de voyance, de télépathie, de transmission de pensée, de phénomènes d'apparition, de contact avec l'au-delà, de guérisons inexpliquées ou encore de phénomènes d'esprit frappeur. Vous savez, ce que l'on appelle les fameux poltergeists. Eh bien, c'est à ces phénomènes que cette émission, intitulée donc Mystère, sera consacrée. Nous sommes contents de vous accueillir ce soir sur TF1 pour vous en présenter le premier numéro. Ceux qui ont vécu ces histoires, ces phénomènes étranges, ont accepté de témoigner pour Mystère, et certains chercheurs, certains scientifiques ont même accepté de s'interroger. J'insiste là-dessus, car si des scientifiques ont accepté de s'interroger, c'est parce que certains de ces phénomènes, pas tous, mais certains ont pu être reproduits expérimentalement. Mais avant d'entendre les uns et les autres, vous allez d'abord voir et vivre ces phénomènes tels que les ont vus et vécus tous ceux à qui ces étranges histoires sont arrivées. Voici, résumé rapidement en quelques images, ce que vous allez voir ce soir dans Mystère. Que se passe-t-il dans cette maison à Saint-Quentin? D'où viennent ces taches de sang? Du sang humain, dit le laboratoire. Un mystère jamais éclairci. Depuis 1000 ans, ce sarcophage se remplit d'une eau très pure, au point que l'on peut en tirer plus qu'il n'en contient. Malgré toutes les recherches, la sainte tombe n'a jamais livré son secret. Alain a disparu au cours d'une promenade dans les grottes du Vercors. Les gendarmes ne le retrouvent pas. C'est une question de vie ou de mort. Ils font alors appel à un radiesthésiste. À Vos, la légende dit que la belle Lucie, morte il y a 4 siècles, hante toujours le château. Il est vrai qu'on y voit parfois une étrange forme lumineuse. Voilà. Alors, faites bien attention, car je crois qu'il n'est pas exagéré de dire que ce soir, nous allons pénétrer dans un autre univers, et notamment avec cette affaire, l'affaire de Saint-Quentin, que la presse n'avait pas hésité à titrer en septembre 86, l'affaire de la Maison Sanglante. À 140 km au nord de Paris, Saint-Quentin, une ville ordinaire au cœur de la Picardie. En ce mois de septembre 1986, tout est calme dans le quartier de Rémicourt. Un couple de jeunes mariés vient de s'installer dans cette maison. Lucie et Jean-Marc Bellemare y sont très heureux. Comme tous les matins, Jean-Marc, qui est routier, part très tôt et laisse sa jeune femme seule à la maison. Lucie, elle, ne travaille pas. Elle se lève plus tard et elle adore prendre son temps. Son petit déjeuner est un moment privilégié. Lucie s'étonne. Elle est pourtant très soigneuse.
Elle est sûre d'avoir nettoyé la table la veille. Jean-Marc aura sûrement renversé quelque chose. Sans se poser plus de questions, Lucie monte dans sa chambre pour s'habiller. C'est étrange. Ce sont les mêmes taches que celles de la cuisine, et on dirait du sang. Il y en a même sur les draps. Un matin, je me suis levée. Il y avait des taches dans la maison. Par la suite, au fur et à mesure, je les effaçais. Il y en a eu dans le couloir, dans la chambre, dans la salle à manger. J'entendais des bruits sourds, puis j'ai commencé à avoir peur. Lucie, de plus en plus angoissée, a terrorisés. Jean-Marc et Lucie Bellemare ont aussitôt prévenu la police. Dans la demi-heure qui suit, le brigadier-chef Piette et son adjoint Pierre Séparot se rendent sur les lieux. Bonjour madame, police municipale. Bonjour, messieurs. J'ai averti mes parents. Entrez. Nous avons été voir la police municipale, qui ne croyait pas tellement au début. Quand ils sont venus, ils ont constaté les taches de sang. Les policiers ont pensé que c'était le chien qui aurait pu être blessé à la queue et projeter du sang partout. Nous avons regardé et le chien n'était pas blessé. Nous, on était venus surtout pour rassurer un peu les gens. Dans un premier temps, on ne croyait pas au fantôme. Nous allons faire l'enquête. Maman, ça recommence. N'ayez pas peur. Vous entendez, vous avez entendu, hein? Bonjour monsieur, est-ce que vous avez déplacé quelque chose chez vous? Non, monsieur. Vous êtes certain? Non, monsieur, c'est pas chez moi. J'ai demandé aux locataires de la maison d'à côté s'ils avaient déplacé un meuble ou quelque chose. Ils disent non, on n'a rien placé du tout, on n'a rien entendu. On n'a rien déplacé, on n'a rien entendu. Alors là, c'est déjà un fait que, je dit, il y a quand même quelque chose qui se passe, en notre présence. Que se passe-t-il dans cette maison? Comment expliquer ces bruits étranges? Et surtout ce sang? D'où vient-il? Oh, s'il te plaît, t'en vas pas. Reste. C'est pas possible, tu le sais bien. Oh, j'ai peur. Ne t'inquiète pas. Au pire, la police maintenant. Il est 5 heures. Jean-Marc doit partir travailler. Lucie reste seule dans la maison avec son chien. Mais maintenant, elle a peur.
souvent, j'entendais les bruits quand j'étais toute seule, jamais quand... Quelquefois quand mon mari était là, mais je pensais que c'était quelqu'un qui me voulait du mal à moi. Au bout de quelques heures, épuisée, Lucie arrive enfin à s'endormir. Ces moments de terreur l'obsèdent. Lucie a du mal à vivre normalement. Car plus rien n'est normal. Cette porte, la porte de la cave, elle est toujours fermée d'habitude. Intriguée, Lucie s'engage malgré elle dans l'escalier de la cave. Que la porte était vraiment fermée. La mère et la sœur de Lucie vivent le même cauchemar. Tu sais bien qu'elle est toujours fermée, cette porte. Lorsqu'elle descendait, la porte se refermait tout doucement derrière elle. Et lorsqu'une autre personne descendait, il n'y avait absolument rien du tout qui se passait. La porte restait tout à fait normale. Et il n'y avait que lorsque Lucie descendait. Mais c'était tout doucement que la porte se refermait. Mais elle se refermait quand même. Très vite, toute la ville est au courant. J'ai essayé de les enlever. Oui. Les gens venaient, ils appelaient le fantôme, ils tapaient dans les portes. Mais allez-vous-en, allez, partez, partez. Mais laissez-nous tranquilles. Ils disaient, Esprit, es-tu là? Ouvre la porte. Les curieux venaient voir ce qui se passait. Pour elle affronter les journalistes, enfin tout, ça a été dur aussi. Parce qu'elle s'est dit, bon, bah, ça va être dans les journaux, ça va passer à la télé, on ne va pas le croire. Mais elle a vécu ça très difficilement aussi. Pourtant, à Saint-Quentin dans l'Aisne, dans une maison d'un quartier populaire, il se passe depuis quelques mois des faits pour le moins troublants. On va même jusqu'à parler de la maison sanglante. Françoise Boissonnat. Saint-Quentin, ce n'est pas à Voriaz, et pourtant ça se passe comme dans un film, mais c'est beaucoup moins drôle qu'au cinéma. En janvier, les belles-mères sont intriguées par des phénomènes quelque peu troublants, qui se manifestent surtout la nuit. D'abord, ce sont des bruits de vaisselle que l'on casse. Enfin et surtout, c'est l'apparition de petites taches brunes qui, peu à peu, envahissent les murs, les rideaux, le lit. Ça vous arrive souvent de courir après les fantômes? C'est la première fois que ça nous arrive. C'est la première enquête sur les fantômes. Et maintenant, tous les soirs, Jean-Marc trouve des curieux devant sa maison. Ouais, bon. Vous n'avez rien d'autre à faire. Quels sont ces phénomènes étranges? Quel secret renferme ces murs? Ne trouvant aucune explication rationnelle, le jeune couple commence à penser que quelqu'un leur veut du mal. Aurait-il un ennemi qui s'acharne contre eux? La police s'interroge. Pour en avoir le cœur net, elle met en place un dispositif très particulier. Le chef avait dit, ce qu'on va faire, on va étendre de la farine sur le sol. Hein. Donc dans l'entrée, la farine par terre, s'il y a quelqu'un qui passe, les traces, pas de problème. Hein. On saura tout de suite si ça tient de la farce et de la bande dessinée. Alors ça y est, tout est en place. J'ai tout vérifié, il ne reste aucune trace. Oui. Je garde les clés. Rendez-vous demain matin pour 8h30. Tout au long de l'enquête, du fait qu'on n'aboutissait à rien, les policiers ont conseillé à Lucie de quitter la maison. Toutes les fois que Lucie devait retourner chez elle, elle y allait accompagnée de la police. Bon, on va aller voir si s'est passé quelque chose à l'intérieur. Ils espèrent tous que la réponse est derrière la porte.
Et des nouvelles taches de sang sont réapparues sans aucune présence dans la maison. Hein. Sur le sol, sur la table de la cuisine et sur le papier du couloir. Et suite à ça, nous avons prélevé des échantillons de papier sur les draps pour faire analyser le sang. L'expertise montre aussi qu'il s'agit de sang humain et en tout cas pas de sang animal. Ces deux éléments sont concordants et de telle manière qu'il est absolument exclu qu'il s'agisse d'autre chose. Il s'agit de sang humain, exclusivement de sang humain. Mais c'est vrai que le rapport n'exclut pas une origine surnaturelle, c'est vrai. Bonjour madame, je vous présente la personne dont je vous ai parlé, monsieur Emilium. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Me permettez-vous d'entrer? Un jour, avec la police, un médium est venu nous voir. Il a regardé toute la maison et il nous a dit qu'il y avait quelque chose dans la cave. Est-ce que ce phénomène prend sa source dans les murs? Non. Est-ce que ce phénomène prend sa source au sol? Oui. Alors maintenant, nous allons déterminer l'endroit. C'est ici qu'il faut creuser. Qu'est-ce qu'on va trouver là-dessous? À mon avis, ce sont des ossements humains charriés par une rivière souterraine. Ou alors, à moins qu'un crime ait été commis dans cette maison et le corps est enterré ici. Pendant que j'étais à la cave, pendant que le médium faisait ses opérations avec son pendule, moi me trouvant en position arrière des propriétaires de la maison, du reporter et du médium, confondant les activités du médium, j'ai eu comme des impulsions de doigts sur le bras gauche, sur le biceps du bras gauche, mais sur l'arrière. Pour moi, il y avait une présence derrière qui m'appelait. C'est à ce moment-là que je me suis retourné, que j'ai vu que derrière moi, il n'y avait personne. Alors là, je prépare que les cheveux vont dresser sur la tête. Hein. Les fouilles de la cave n'ont donné aucun résultat. Au bout de 3 semaines d'épouvante, et toujours sans réponse, Lucie et Jean-Marc Belmer ont définitivement quitté cette maison maudite qui aurait dû être celle de leur bonheur. Comment expliquer ce qui s'est passé? 6 ans après, ils ne le savent toujours pas. C'était donc notre premier mystère. J'imagine que vous devez trouver cette histoire complètement insensée, moi aussi d'ailleurs, mais enfin, les faits sont là. On va essayer d'y voir clair et pour cela, 3 personnes sur le plateau. D'abord, le professeur Rémi Chauvin. Le professeur Rémi Chauvin est un biologiste bien connu du grand public, mais ce que le grand public sait peut-être moins, c'est qu'il s'intéresse également aux phénomènes paranormaux et à ce que l'on appelle la parapsychologie depuis bien longtemps d'ailleurs, peut-être un petit peu en cachette quand il était en exercice, mais maintenant qu'il est à la retraite, il se permet de l'affirmer haut et fort. À côté du professeur Chauvin, une psychanalyste, Johar Sy Ahmed. Pourquoi une psychanalyste? Bien parce que la psychanalyse a parfois à connaître de phénomènes de ce genre, non pas de celui-ci, Johar Sy Ahmed, et que l'éclairage que vous pouvez apporter sur les phénomènes de ce genre est particulièrement intéressant quant à l'origine psychique de tels phénomènes. Et puis enfin, 3e invité, vous le reconnaissez, il a participé au tournage, c'est le brigadier-chef Piette qui fait une tête comme s'il n'en était pas encore revenu.
Alors, vous êtes d'accord, hein, tout ce qu'on a montré, c'était bien comme ça que ça s'est passé. Ça retrace exactement les faits tels qu'ils ont été en ce temps-là, en 86, quoi. Mot pour mot, authentique, c'est exactement ce qui s'est passé. Mais dites-moi, dans la cave, vous avez eu peur? Peur, non. Enfin, si, ça m'a fait une sensation quand même. Parce que quand je me suis retourné pour voir s'il y avait quelqu'un derrière moi, je pensais trouver quand même une personne qui m'appelait. Quand j'ai vu qu'il n'y avait personne, bon, bah, ça a fait froid dans le dos quand même. Vous prenez par le bras. C'est très net, hein. J'ai senti des doigts, des pressions de doigts sur le bras, à l'arrière comme ça, en plusieurs reprises. Alors, pour moi, dans mon idée, il y avait quelqu'un qui m'appelait derrière. Je me suis retourné. Il n'y avait personne. Il n'y avait personne. Dites-moi, vous êtes policier depuis un certain temps. Un policier, c'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules. Vous n'avez jamais eu à connaître, au cours de votre carrière, d'histoire de ce genre. C'était la première fois. Qu'est-ce que ça a changé pour vous maintenant? Rien du tout. Vous croyez aux fantômes maintenant? Vous croyez à tout ça? Non, quand même pas. Ça serait pas sérieux. Un policier qui croit aux fantômes, je ne pense pas que ce serait sérieux quand même. Mais enfin, pour moi, c'est un mystère, quoi. C'est un mystère. Ça reste quand même un mystère. L'idée de la farine, là, très très astucieux. Donc, en tant que policier, assermenté, si j'ose dire, vous êtes à même de garantir qu'il n'y avait pas de supercherie dans cette affaire. Ça, je peux vous le garantir, personne n'avait rentré. Déjà, dans un premier temps, s'il y avait quelqu'un qui était rentré dans la maison, les portes traînaient sur le sol, il y aurait eu une traînasse d'ouverture. Aux fenêtres, il y aurait eu quelque chose, des empreintes de pas ou quelque chose comme ça. Alors donc, les traces de sang apparaissaient dans des endroits où, forcément, il fallait ouvrir une porte pour pouvoir, s'il y avait supercherie ou quelque chose dans ce goût-là, il fallait quand même quelqu'un qui pénètre dans la maison et, il n'y a rien à faire, il fallait des empreintes sur la farine. Dites-moi, brigadier, quand Jean-Marc et Lucie Bellemare sont partis, ces phénomènes ont cessé dans la maison? La maison a resté fermée après par la suite du fait que le propriétaire de la maison n'a plus voulu qu'on ait accès à sa propriété pour continuer l'enquête. Et maintenant, il y a quelqu'un qui y habite? Oui, il y a une femme et 2 enfants qui y habitent. La femme est au courant du mystère, mais les 2 enfants ne sont pas au courant. Bon, finalement, le brigadier chef Piette, et là je m'adresse à Rémi Chauvin et à Johar Siamed, vient de nous dire quelque chose qui nous donne peut-être une piste, aussi insensée et absurde que paraissent ces phénomènes. C'est qu'ils ont cessé quand Jean-Marc et Lucie Bellemare sont partis. Il est permis de penser que ces phénomènes ont une origine psy. Ça n'est pas une explication, mais c'est une approche. Alors, Rémi Chauvin, vous qui avez beaucoup réfléchi sur ces problèmes et ces phénomènes d'origine psy, est-ce que c'est bien comme ça que vous pensez qu'il faut hasarder un début d'interprétation, à défaut d'explication? Tout ce que je peux dire, c'est que ces phénomènes sont extrêmement communs. C'est pas tous les jours qu'il y a du sang sur les murs d'une maison. Non, mais les phénomènes dits de poltergeist, c'est-à-dire d'esprits bruyants en allemand, les manifestations paranormales qui peuvent consister en des traces de sang, en des jets de pierres, des pierres qui viennent de n'importe où et qui tombent dans une pièce fermée. Il y en a quelquefois assez pour remplir une brouette. Ça arrive assez souvent. Certains ont blessé des gens. Il y a aussi des phénomènes, des incendies spontanés. Et je ne sais combien de choses, il est impossible de classer les poltergeists tellement il y en a. Sauf que ça a un caractère tout à fait net. C'est totalement absurde. C'est totalement absurde. Alors quelquefois, on trouve un vieux cadavre qui, soi-disant, demandait des prières pour le salut de son âme, ou bien on attribue ça au diable, on attribuait au diable. Et il y a une autre explication plus singulière, et qui n'est peut-être pas tellement rassurante. Cela vient des gens eux-mêmes. Quelquefois, dans certaines maisons hantées, il n'y a personne, d'accord. Mais très souvent, il y a des gens, très souvent, un jeune homme ou une jeune fille, qui ont des perturbations dans leur vie sentimentale ou affective. En tant que psychanalyste, vous m'avez dit que vous aviez été amené à traiter des phénomènes de ce genre, pas des phénomènes d'apparition de taches de sang sur les murs, mais des phénomènes de poltergeist, c'est-à-dire d'esprits frappeurs, ou des phénomènes de psychokinèse involontaire, c'est-à-dire des objets qui se déplacent apparemment tout seuls. Alors, ce qui serait très intéressant, parce que ça nous prouverait que c'est d'origine psychique, est-ce que le traitement que vous avez été amené à exercer dans ce cas-là, à pratiquer dans ce cas-là, en tant que médecin, a mis un terme à ces phénomènes? En tant que psychanalyste. En tant que psychanalyste, oui. En effet, il m'est arrivé d'intervenir, pas très souvent malheureusement, parce que les psychanalystes sont les dernières personnes qu'on appelle dans ce genre d'affaires. Je pense que dans cette affaire, on n'a pas appelé de psychanalyste, ou de psychologue, ou de psychiatre.
peut-être par peur, effectivement, des interprétations trop psychiatriques qui pourraient être posées. Mais il m'est arrivé d'intervenir assez souvent dans des familles se disant le siège de phénomènes paranormaux. Donc, en dehors des familles dans lesquelles il est évident qu'il s'agit d'un délire commun, d'un délire ou d'une hallucination collective, il m'est arrivé d'intervenir dans des familles où réellement il y avait des bruits, il y avait des déplacements d'objets, et à l'inverse de M. Rémy Chauvin, je ne dirais pas que c'est absurde, justement, tout cela a un sens. Et mon travail consiste à aider la famille, à chercher le sens, par exemple, dans ce cas-là de ces taches de sang, si j'avais pu voir cette famille, le sens de cette projection sur les murs, ou de cette façon de faire chanter, ou de faire hurler les murs, ou de faire gémir les murs, le sens que cela peut avoir dans la dynamique familiale et dans la dynamique de chaque membre de la famille. Et à partir du moment où le sens a été mis à jour, le sens latent, inconscient, a été mis à jour et qui renvoie à des conflits refoulés, à des ressentiments refoulés, à des frustrations, à des espérances déçues, à tout ce qu'on peut rencontrer dans une famille, à partir de ce moment-là, les phénomènes cessent. Et donc, effectivement, on peut déduire à partir de là que ces phénomènes existaient réellement. Une dernière question, Johar Sy Ahmed. Est-ce que cela peut arriver à n'importe lequel d'entre nous? Oui, à n'importe lequel d'entre nous, dans certaines conditions, mais on n'a pas de réponse pour savoir qu'est-ce qui fait que dans une famille, l'expression des conflits va emprunter cette voie de matérialisation de l'énergie psychique à l'extérieur, dans les murs de la maison, et que dans d'autres cas, elle va emprunter des voies somatiques ou des voies psychologiques ou névrotiques. Brigadier, pour la police municipale, c'est une affaire classée maintenant. Une affaire classée. Bien. Eh bien, je crois que nous pouvons en rester là. Beaucoup d'entre vous, peut-être, ne croient toujours pas à l'histoire que nous venons de raconter, mais je suis sûr que vous êtes beaucoup plus nombreux à croire au miracle. Alors, est-ce que l'on peut ranger dans la catégorie des phénomènes paranormaux ou de ce genre de mystère ce que les croyants appellent un miracle? Peut-être certains jugeront cela blasphématoire. Toujours est-il que ce que je vous propose de suivre maintenant, c'est ce que les hommes de foi appellent véritablement un miracle. Nous sommes à Arles-sur-Tech, un village de 3000 habitants blotti au creux d'un vallon des Pyrénées-Orientales. Un petit village typique avec ses rues tortueuses et son abbaye moyenâgeuse. Un endroit bien tranquille, dont le cœur bat en haut de cette volée de marche, derrière cette grille. C'est ici, dans les entrailles de ce sarcophage, que le mystère se renouvelle depuis 1000 ans. Depuis 1000 ans, la Sainte Tombe, comme on l'appelle au village, se remplit en permanence d'une eau très pure, une eau dont personne n'est arrivé à expliquer la provenance, une eau cristalline dont on tire en moyenne 600 litres par an pour les fidèles du village et les pèlerins de passage. Dans chaque maison d'Arles, on trouve de l'eau des saints, que ce soit chez des croyants ou même chez des incroyants. Tout le monde a une bouteille d'eau des saints. Alors, bien entendu, on la remplit au moment des fêtes. Mais dans le cours d'année, il y a beaucoup de personnes qui vont chercher de l'eau des saints. Chaque année, le 30 juillet, la paroisse du village organise une procession pour la fête des saints Abdon et Sénène. Ce jour-là, les pèlerins affluent de toute la région, des 4 coins de France et même de l'étranger pour honorer les saints patrons du village. Après la messe, M. Augustin, le sacristain de la paroisse, distribue aux fidèles rassemblés quelques centilitres d'eau de la Sainte Tombe. C'est dans la prière et la ferveur que les pèlerins reçoivent cette offrande. Les Arlésiens vouent une dévotion toute particulière à l'eau du sarcophage, mais surtout, ils lui prêtent des vertus miraculeuses. Dans l'eau du baptême, amen. On utilise l'eau en neuvaine, c'est-à-dire, bien entendu, pendant 9 jours, on dit une prière, et la plupart du temps, au bout de 9 jours, le mal a disparu. On se sent beaucoup mieux. 1945. Après l'horreur de la guerre, la montagne pyrénéenne a retrouvé toute sa sérénité.
Ce jour-là, comme le veut la tradition, le 21 juin, les enfants d'Arles ont organisé un feu de la Saint-Jean. Jean-Pierre Vergès vient alors d'avoir 8 ans. Les uns après les autres, les enfants s'amusent à sauter au-dessus du feu. Jean-Pierre est gravement brûlé. Des braises incandescentes se sont incrustées dans sa peau. Je vois ma grand-mère me tamponner les jambes qui étaient donc bien brûlées avec des braises encastrées, avec de l'eau, faire des prières et me tamponner avec de l'eau des seins. J'ai été guéri très rapidement et je n'ai pas une cicatrice. Je suis quand même très mal placé pour ne pas croire à mon Dieu, à la puissance de cette eau. L'eau. Elle naît de façon inexpliquée à l'intérieur de ce sarcophage de marbre taillé au IVe siècle. Il mesure 1,76 m de long, 47 cm de large et 40 cm de profondeur. Et il contient environ 330 litres. Comment expliquer que l'on épuise en moyenne chaque année 2 fois plus d'eau qu'il ne peut en contenir? Et cela depuis 10 siècles. Car l'histoire étrange du sarcophage intarissable commence en l'an de grâce 960. À cette époque, selon la légende, le village est dévasté par des créatures monstrueuses, mi-hommes, mi-singes, qui dévorent les enfants. L'approche de l'an 1000 terrorise les catholiques. Pour apaiser la colère de Dieu, l'abbé Arnufle ramène de Rome les reliques de 2 saints perses, Saint Abdon et Saint Sénène. Malgré de violentes tempêtes, le bateau arrive cependant à bon port avec sa sainte cargaison. Le 24 octobre 960, l'abbé Arnufle arrive enfin à Arles-sur-Tech. Les saintes reliques sont déposées au fond du sarcophage. En même temps, l'abbé y verse un peu d'eau puisée dans les catacombes romaines. Quelques années plus tard, les restes des saints Abdon et Sénène ont été transférés dans des reliquaires à l'intérieur de l'église abbatiale. Dans le sarcophage, il ne reste plus aujourd'hui que quelques ossements et de l'eau. Cette eau, apportée de Rome et qui depuis 1000 ans n'a jamais cessé de se renouveler. La première fois qu'on voit l'eau couler, c'est très impressionnant. Quand, à l'époque, c'était un prêtre, quand le prêtre mettait le siphon et que l'eau coulait, on aurait dit vraiment un robinet, une source naturelle. Et c'est une source d'étonnement, et un étonnement très vif, qui éveille de la curiosité, même si on peut être sceptique. Ce n'est pas normal que de l'eau sorte d'un tombeau. Et pourtant, le tombeau d'Arles donne de l'eau depuis le Moyen-Âge. On la puisait à l'aide de simples bandelettes de tissu. À partir du XVIIIe siècle, on a utilisé un petit siphon de cuivre, un siphon glissé dans l'interstice entre le couvercle et la tombe. C'est ainsi que des générations d'Arlésiens ont recueilli l'eau merveilleuse de la Sainte Tombe. D'année en année, tous les prêtres de l'abbaye qui se sont succédés ont vénéré son mystère. Il y a eu de nombreuses enquêtes qui ont été faites depuis des siècles, depuis 7 siècles presque. Les premières, c'était pour prouver bien sûr qu'il n'y avait pas de supercherie. La science à l'époque était certainement trop démunie. Et la première enquête dont nous avons le témoignage a eu lieu en 1529. Cette année-là, les troupes de Charles Quint étaient passées à Arles et ils avaient tiré de l'eau
pendant leur séjour, une quinzaine de jours environ, plus de 3 fois la quantité du sarcophage, d'après les textes qui nous sont parvenus. Il y eut une deuxième enquête en 1587. Le visiteur nonce apostolique vint lui-même s'assurer qu'il n'y avait pas de supercherie. Il fit déplacer le sarcophage, il le fit sortir, ouvrir, et on constata qu'il n'y avait pas de canal, de conduit dans les supports qui sont toujours là. Il vérifia qu'il n'y avait pas non plus d'interstice, donc l'eau ne pouvait pas remonter par le sol. Il pensait qu'il y avait peut-être une source sous le sarcophage et que l'eau serait remontée. Donc cet argument s'est effondré en 1587. Le mystère demeure. Et nous avons une seule certitude. L'eau n'est pas apportée, elle n'est pas introduite subrepticement. Ça supposerait une supercherie magnifique de 1000 ans. Mais il y a de l'eau. Plusieurs fois, on a ouvert le sarcophage. La dernière fois, c'était en 1950. On l'a vidé et nettoyé. 8 jours plus tard, l'eau réapparaissait. Et pourtant, les rationalistes n'ont jamais lâché prise. Des chimistes, des radiesthésistes ont tenté sans succès de percer son secret. Octobre 1958. Une revue scientifique de Grenoble, la Houille Blanche, décide de relever le défi. L'enquête est confiée à un jeune hydraulicien qui vient à Arles mener des expériences in situ. Avec l'accord du curé du village, l'ingénieur installe ses instruments de mesure près du sarcophage. Hygromètre, thermomètre et pluviomètre. Pendant 2 mois, il vient matin et soir relever les mesures de pluie et de température. Pour mesurer le niveau d'eau à l'intérieur du sarcophage, il fabrique un instrument avec une réglette d'écolier et un simple tuyau. En décembre 1961, l'ingénieur publie son rapport dans la Houille Blanche. Il pense avoir trouvé la solution au mystère et confie les résultats de ses expériences à l'un de ses collègues. Il a trouvé que entre l'eau qui tombait et le passage en gouttelette dans le sarcophage, il s'écoulait, je vois ici, 4-5 jours pour faire le passage. Le sarcophage est imperméable parce que si c'est poreux, l'eau qui entre par le couvercle doit passer par le fond. Parce que s'il y a des trous en haut, il y a des trous en bas. Si vous avez déjà du calcaire qui a été dissous dans l'eau qui est passée à travers le couvercle, c'est une eau qui va donc avoir peut-être un CO2, un calcaire, donc des carbonates qui vont se trouver dans le fond du sarcophage. Et carbonates qui vont éventuellement donc se déposer, donc contribuer à l'étanchéité du sarcophage dans sa partie basse. Depuis Grenoble, l'ingénieur demande à l'instituteur d'Arles de mener une dernière expérience. Son but, vérifier que le couvercle est bien perméable. Mais l'expérience ne démontrera rien. La Sainte Tombe ne livre pas son secret. J'ai envoyé l'eau du sarcophage, l'eau de la pluie de la ville et tout ça à Londres. Et Londres a catégoriquement dit que l'eau du sarcophage n'a rien à faire avec l'eau de pluie. Donc, l'eau ne passe pas. Cette eau, j'y vois un signe de la bonté de Dieu pour nous. Alors pourquoi Dieu qui a créé le monde, qui a créé la matière, qui a créé la pierre, qui a créé l'eau, ne nous donnerait-il pas cette eau tout simplement comme signe de cette vie qu'il veut nous donner? Prudente, l'Église refuse de prendre officiellement position à propos du mystère de la Sainte Tombe. Au fil du temps, les guérisons se sont multipliées, ainsi que les témoignages de reconnaissance et de remerciements à l'eau. Depuis 1000 ans, le sarcophage ne s'est presque jamais tari, sauf en 1794, quand il a été profané par des soldats républicains. Mystérieusement, l'eau avait disparu. Elle n'est réapparue qu'1 an plus tard, quand le curé a fait nettoyer la tombe. Les femmes du village n'arrivaient pas à l'essuyer. L'eau suintait spontanément. Si je me rappelle bien, ça je l'ai lu, je n'ose pas vous l'assurer, mais je pense que pendant la guerre, il y a également eu quelque chose.
chaque fois qu'il y a des événements, qui se préparent, il n'y a plus d'eau dans la tombe. Au village, on sait que quand l'eau du sarcophage se tarit, cela annonce toujours une catastrophe. À la veille de chaque guerre mondiale, le sarcophage était à sec. En 1940, alors que le village subissait les plus fortes inondations de son histoire, le tombeau est resté vide. Aujourd'hui, Arles croit toujours à l'eau des saints. Le mystère du sarcophage fait partie de la vie des habitants. Personne ne songe à renier la puissance de l'eau. On la boit avec dévotion, on la conserve précieusement. On la dit même inaltérable. Au village, on se souvient à peine du passage des scientifiques, si ce n'est pour affirmer qu'ils n'ont jamais trouvé la solution. Le sarcophage n'a pas encore livré son secret. Un secret qui survit depuis bientôt 1000 ans. Un miracle, me direz-vous, doit-il un jour livrer son secret? Toujours est-il que ceux qui voudraient apporter l'explication psy, et voir dans ce phénomène quelque chose de psychique, seront bien malvenus, puisque ça fait quand même 1000 ans que ça dure. Bon, alors, nous retrouvons donc sur ce plateau le professeur Rémi Chauvin, qui nous accompagnera tout au long de cette émission. J'ai invité également l'abbé Laurentin. L'abbé Laurentin est un ecclésiastique, un prêtre qui se passionne pour les miracles et qui les a étudiés de par le monde. Et il nous dira si ce miracle-là s'apparente ou non à d'autres miracles connus. Et puis nous retrouvons ici aussi Anthony Fitzherbert, qui a participé au tournage. Anthony Fitzherbert est quelqu'un de très particulier, puisque c'est un sujet britannique qui s'est établi à Arles-sur-Tech il y a un petit peu plus de 10 ans, et qui s'est intéressé un jour au sarcophage, et j'aimerais bien que vous nous disiez pourquoi. Dans le village, on ne parlait que cela. Vous n'aviez pas une raison personnelle de vous y intéresser? Ah oui, parce que quand on en parlait de cela, j'avais une sœur qui était malade, elle avait des taches qui arrivaient sur la figure, et les médecins ont dit ça c'est cancéreux, et elle a dit qu'elle allait employer l'eau pour voir si ça changeait quelque chose. Elle a fait le neuvaine avec l'eau du sarcophage, mettre une petite croix chaque jour sur sa figure, et puis c'est parti. Et comme le médecin, les docteurs ont dit qu'elle devait passer par l'hôpital de cancer à Londres, elle est allée voir le médecin et il a dit, mais c'est parti où? Elle a dit, c'est parti. Donc elle était complètement guérie. Quand ma sœur était guérie, nous avons mis le laboratoire hydraulique de Londres au travail. Et eux, ils ont fait l'expérience. Et eux, ils ont dit, comme on a vu là, que ce n'est pas l'eau de ville, ce n'est pas l'eau de pluie, ce n'est pas l'eau d'une source qui est près de l'église. Ça ne peut être que de condensation. Mais la condensation n'existe pas dans les quantités que nous avons à Arles-sur-Tech. Une précision de grand intérêt, Anthony Fitzherbert. Nous avons vu que le sarcophage se tarit quand une catastrophe se prépare. J'espère qu'il est plein en ce moment. Il est plein pour le moment. Bon, alors tout va très bien, nous n'avons rien à craindre pour le lendemain. Ce qui est très intéressant, parce que ça s'est vidé assez souvent durant l'histoire. Et ce qui est très drôle, c'est que le 24 octobre, chaque fois, il y avait de l'eau. Le 24 octobre, c'est la date anniversaire du retour de l'abbé Arnulf, du retour d'Europe. Exactement, c'est le jour même qu'il a mis les reliques dans le sarcophage.
Expliquez-moi ça. Ça, je ne peux rien vous expliquer, mais peut-être que l'abbé Laurentin va nous éclairer un petit peu. Non, là, je n'ai pas d'explication. Vous voyez, j'étudie beaucoup de ces phénomènes, les apparitions, bien d'autres. Alors, j'ai le souci de la vérification scientifique. Dans ces matières-là, je ne suis pas compétent. Je fais appel à des médecins, j'en vois beaucoup, et d'autres. Et cette collaboration est très précieuse. Et là, pour ce sarcophage, je souhaiterais qu'on aille plus loin dans la vérification, parce qu'il semble que ce serait tout de même très facile de mettre un appareil qui vérifie constamment l'eau. Est-ce qu'elle monte, est-ce qu'elle descend, et qui mesure ce qu'on en tire. Vous voyez, il faudrait faire ça pendant 8 jours pour avoir une idée plus précise. Rémi Chauvin, je ne vous ai pas interrogé en premier, puisque nous avions affaire à un miracle. J'ai donné la parole aux hommes de foi, ce qui ne veut pas dire que vous n'êtes pas croyants. Mais quel est le point de vue du scientifique sur cette affaire? Parce qu'il faut distinguer deux choses. Il y a d'une part la production d'eau, mais il y a d'autre part les vertus dites miraculeuses de l'eau. Alors là, peut-être que vous pouvez nous dire... C'est tout à fait différent. Dans l'histoire du sarcophage, comme monsieur l'a lui-même souligné, toutes les expérimentations nécessaires n'ont pas été faites. Par exemple, une très simple, enfermer le sarcophage dans un étui de plastique hermétique. Si l'eau se produit encore à ce moment-là, c'est qu'elle vient de l'intérieur et pas de l'extérieur. Cela n'a pas été fait, beaucoup d'autres choses n'ont pas été faites, si bien que je ne peux rien dire. On l'a quand même couvert de plastique pour prouver que ce n'était pas l'eau de pluie. Oui, bien sûr. Mais enfin, c'est très intéressant parce que c'est un phénomène reproductible qu'on peut observer comme on veut, et comme les interlocuteurs l'ont dit déjà, des tas de choses intéressantes auraient pu être faites qui n'ont pas été faites. Alors attendons, mais on a un objet qui est parfaitement vérifiable, vous comprenez? D'ailleurs, profitons de cette émission pour demander aux scientifiques de procéder sur le sarcophage d'Arles-sur-Tech à de véritables expérimentations qui peut-être nous en apprendront davantage. Parce que là, pour l'instant, nous acceptons le miracle, mais ça n'interdit pas, n'est-ce pas, mon père, d'essayer d'y voir clair et de comprendre. Oui, c'est normal. Peut-être que votre émission va provoquer un grand contrôle. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que l'objet est intéressant, il est là, on peut l'étudier. C'est en ça qu'il est important. Il faut être ouvert. S'il y a une explication, moi je ne vois pas du tout, mais s'il y en a une, autant le savoir. Oui, pourquoi pas? En tout cas, cette eau miraculeuse d'Arles-sur-Tech, j'en ai ici une petite bouteille que je montre à la caméra. Et l'honnêteté, quand même, l'honnêteté de journaliste m'oblige à poser une question qui va peut-être vous gêner, monsieur Fitzherbert. Mais c'est vendu, ça? La bouteille est vendue parce qu'il faut le fabriquer. Mais l'eau est gratuite. Si vous allez à Arles, avec une petite bouteille d'aspirine vide, on va le remplir avec de l'eau du sarcophage gratuitement. Mais la poste ne veut pas l'envoyer gratuitement, et les gens qui fabriquent les choses en plastique ne veulent pas le faire gratuitement non plus. Et l'Église, en tout cas, ne veut pas reconnaître le miracle. Il faut quand même qu'une équipe de scientifiques sérieux aille se pencher sur ce sarcophage le temps nécessaire pour essayer d'y voir un peu plus clair, car les études menées jusqu'à présent, quand même, laissent un petit peu à désirer au plan de la simple rigueur scientifique. Bien, voici venu le moment de nous séparer, mais quelques instants seulement. Alors, restez avec nous. Restez avec nous, nous avons encore 2 mystères à vous exposer. Le premier concerne, je ne dirais pas le pouvoir du pendule, mais les pouvoirs de celui qui s'en sert, le radiesthésiste, quand il recherche, à la demande de la gendarmerie, une personne disparue. Et puis la dernière histoire, c'est une très très belle histoire, c'est une histoire de fantôme. Et pour une fois, ce n'est pas une histoire de fantôme qui nous vient d'Angleterre ou d'Écosse, c'est un fantôme bien français, on l'appelle le fantôme de la Belle Lucie et ça se passe dans l'Allier. À tout de suite. Créé par les laboratoires Garnier, voici le système multiprotecteur Ambre Solaire. Anti-UVB, protection renforcée. Anti-UVA, action anti-vieillissement. Résistance à l'eau. Action hydratante. Avec Ambre Solaire, bronzé en sécurité. Ambre Solaire, garantie par les laboratoires Garnier, l'amour du soleil, le respect de la peau. Et toi, tu sais comment elles font le lait, les vaches? C'est laquelle la vache qui fabrique la crème? Tu crois que c'est les mêmes vaches qui fabriquent le lait et la crème? Kiri est à la crème et c'est tellement bon que ça se passe de commentaires. Kiri, le fromage des gastronomes au culot de course. On va voir les vaches?
Les taches incrustées vous empoisonnent? Alors regardez, Vizir devient Vizir Ultra, ultra puissant contre les taches grasses incrustées. Nouveau Vizir Ultra, aucune poudre ne liquide la saleté de cette façon-là. La beauté, pour moi, c'est d'abord de beaux cheveux. Moi, j'ai choisi la beauté Elseve. Elseve, nouvelle formule, c'est mon shampoing doux qui, jour après jour, apporte plus de soins à mes cheveux. Elseve de L'Oréal. De nouvelles formules enrichies pour chaque nature de cheveux. L'extra brillance du jojoba, la force des protéines réparatrices et nouveau le soin nutritif du Massoya Balsam. Nouvelle formule shampoing et après shampoing Elseve de L'Oréal. Le bienfait en plus de la douceur, jour après jour. Le jambon d'Aoste, signé Aoste. Sveltès, c'est d'abord une envie de légèreté. Un Sveltès tout léger pour profiter longtemps de son corps et de sa jeunesse. Sveltès. Oh, elle est belle la jeunesse. Chambourcy, oh oui. Déodorant Fa. Déodorant Fa, la fraîcheur qui parle à la peau. Longtemps, déodorant Fa préserve la couche d'ozone. Tous les chemins mènent à Friskies. D'instinct, c'est Friskies. L'été à Euro Disney, c'est plus de 50 spectacles et attractions. La plus belle parade d'Europe, le train le plus rapide de l'Ouest. Les fantômes terrifiants et les dragons incroyables. Les batailles de pirates, les poursuites dans l'espace. Michael Jackson en 3D, la merveilleuse parade électrique et un magnifique feu d'artifice. Tout ça pour le prix d'une seule entrée. Alors n'attendez plus, l'été vous donne tous rendez-vous à Euro Disney. Vois-tu mon fils, dans le gâteau de riz au caramel Yabon, on ne doit absolument pas commencer le gâteau de riz avant qu'il ne soit entièrement recouvert par le délicieux caramel. C'est la règle. C'est une simple question de volonté. On peut pas dire non à Yabon. Au pays de Volvic, la nature cache bien des secrets. Elle est pleine de vie, de couleurs, de parfums. Elle a tout naturellement donné naissance à une boisson qui cache dans sa transparence les saveurs subtiles de la menthe, de l'orange, du citron. Goûtez au plaisir caché de la nature avec Volvic aux extraits naturels de citron, d'orange ou de menthe. Quand on cherche les sensations, on rencontre Zest Fraîcheur Extrême. Sa nouvelle formule aux extraits dermovivifiants vous emmène là où aucun gel douche n'avait osé aller. Nouveau Zest Fraîcheur Extrême, l'extrême fraîcheur jusqu'au frisson. Savez-vous combien de personnes disparaissent tous les ans en France? Environ 45 000. C'est énorme. Et beaucoup d'entre elles, beaucoup trop d'entre elles d'ailleurs, ne sont jamais retrouvées ou, bien sûr, sont retrouvées décédées. Dans la plupart des cas, pour retrouver ces personnes, la gendarmerie, les forces de police déploient les moyens traditionnels, c'est-à-dire les battues, les recherches, les chiens, les hélicoptères, etc., etc. Mais il arrive parfois qu'en cas d'insuccès, ou quand le temps presse, quand c'est une question de vie ou de mort, il arrive parfois, je dirais même beaucoup plus souvent qu'on ne le croit, que les gendarmes ou la police, en l'occurrence, dans ce que vous allez voir, il s'agit des gendarmes, il arrive donc que ces gendarmes aient recours à des méthodes, disons, assez particulières. Depuis 4000 ans, l'homme se sert de cet objet étrange, le pendule. Instrument magique dans l'ancienne Égypte, il décidait l'emplacement des pyramides et des tombeaux. Comme la baguette de sourcier, le pendule fait appel à la radiesthésie, la science de ressentir les vibrations à distance. D'où vient ce pouvoir mystérieux?
ni le diable, ni le bon Dieu n'ont rien à voir vraiment dans la radiesthésie. La radiesthésie, c'est tout simplement un être qui exploite cette science, qui est sensible à certaines ondes. Ces ondes sont-elles magnétiques, électromagnétiques, micromagnétiques? Ça, je ne le sais pas. D'ailleurs, des scientifiques qui m'ont fait faire des expériences disent que je suis parfois un médium. Pour moi, le sommet, c'est de chercher des disparus. Je pense que dans la radiesthésie, c'est le sommet du métier. Bon, chercher des bagues ou des objets perdus, ça ne m'intéresse absolument pas. En 1982, dans le massif du Vercors, au cœur des gorges de la Bourne, la camionnette du foyer auberge de Saint-Égrève emmène 4 de ses pensionnaires en excursion. Les jeunes gens sont très excités à l'idée de visiter les grottes de Choranche. Pour Alain, qui est sourd et muet, cette sortie est une fête. Catherine, leur éducatrice, connaît bien le site et elle est heureuse de le leur faire découvrir. Ils attendaient cela depuis si longtemps. Je m'imagine un petit peu comme un radar. C'est un petit peu étrange de dire qu'on peut aller chercher quelqu'un à 10, 15, 20 000 kilomètres de là sans que cela pose des problèmes. Et pourtant, c'est ce que je fais tous les jours. Bonjour, c'est le groupe. Vous voulez visiter la grotte? Ouais. Combien de personnes? On vous attend là. Attendez-nous là-bas. 5 personnes. Voilà pour 5. L'entrée des grottes est située sous les imposantes falaises de Presles. Alain est étonné par ce site étrange. Là, on est passé sous la falaise. On a à peu près 250 mètres de roche maintenant au-dessus de nous. Ça suit bien, pas de problème? On est à la base. Nous avons 2 rivières. Il ne soupçonnait pas l'existence d'un tel univers. À ce petit lac. Ça va, pas trop froid? Alain découvre avec émerveillement ce paysage souterrain et se laisse absorber par la féerie des grottes. Petite draperie qu'on voit là. C'est cette dentelle dont je parle. Vous la voyez? Vous avez une jolie colonne là sur le côté. Son premier contact avec un site sauvage lui fait oublier le reste du groupe. Mais Catherine est vigilante et elle le ramène auprès de ses camarades. À ce jour, j'ai recherché 1031 disparus. J'en ai retrouvé 214. J'ai 140 échecs que je me connais et 670 disparus qui sont des résultats en attente. J'appelle résultats en attente des affaires comme Philippe de Dieuleveux, Arnaud de Rosenay. La promenade se termine. Il faut sortir de la grotte. Mais Alain n'a pas envie de s'arracher à ce monde de rêve. Pour retourner au parking, ils doivent suivre un chemin très escarpé. Et pour Florence, avec ses béquilles, ce n'est pas facile. Immédiatement, Catherine se précipite. Mais Alain, lui, ne se rend compte de rien. Perdu dans ses rêveries, il ne voit pas ses camarades et continue tout droit. Mais par là, c'est la montagne et tous ses dangers. Les torrents, les rochers, les précipices. À chaque pas, il s'éloigne un peu plus du groupe. Puis soudain, c'est la panique. Jamais de sa vie il ne s'est retrouvé seul, perdu, abandonné peut-être. Et où il est, Alain? Alain a peur, il n'entend rien. Et surtout, il ne peut pas crier au secours. Catherine est affolée de ne plus voir Alain. Elle revient sur ses pas. Où peut-il être? Elle est inquiète. Elle le sait si vulnérable. Il faut vite trouver de l'aide. Bonjour, vous êtes le directeur de la grotte? Oui. Vous avez un groupe de 5 personnes, il est sourd et muet, donc je vais rentrer. Moi, je m'occupe de ce site depuis 25 ans. C'est aussi une partie de ma vie. Et chaque fois qu'il s'y passe quelque chose de dramatique, je me sens complètement responsable. Terrorisé, Alain se sent en danger. Il veut rejoindre les autres, mais il s'enfonce encore plus loin dans la forêt. Cette personne handicapée, on peut passer à côté. Et on a pu passer à côté à la limite 5-6 fois sans le voir.
dès l'instant où il ne manifestait pas de bruit. Alain ne se rend pas compte qu'il s'éloigne de plus en plus. Il est perdu dans ce dédale d'arbres et de rochers. La nuit commence à tomber. Les recherches vont être encore plus difficiles, presque impossibles. Pourtant, les pompiers et les gendarmes décident de continuer. Tout le monde se mobilise. On organise les premières battues. Et donc, avec 33 gendarmes avec Alain marche depuis des heures. Il est à bout de force. Il a peur et seul dans la nuit, il n'arrive pas à continuer. À cause du brouillard, les secours ont beaucoup de mal à progresser. Continuer serait trop dangereux. Il faut arrêter. Le lendemain matin, les recherches reprennent. Tous les moyens sont mis en œuvre. Première lueur du jour, Alain est reparti. Et soudain, l'espoir. Il voit un hélicoptère. La deuxième nuit surprend les sauveteurs. On est quand même très épuisé, parce qu'on a recherché de partout. Et très inquiet parce qu'à partir de ce moment-là, on a plus le sentiment de rechercher un cadavre qu'une personne vivante. Il y a peu de chances qu'Alain soit vivant à ce moment-là. On va arrêter, on n'y voit rien là, hein. Ok. On a décidé d'interrompre les recherches et j'ai eu l'idée, en accord avec le directeur, de faire appel à un radiesthésiste qui pourrait peut-être nous aider. Une disparition ? Les grottes de Choranche. Oui, je dois avoir une carte de ce secteur. Quand est-ce qu'il a disparu? Écoutez, je vais essayer de faire une recherche sans photo. Je vous dirai ce que j'entends si je trouve d'abord, si j'ai une réaction de vie. Quand je suis en condition de travail, je peux passer de l'état, disons, normal à une période d'intensité de travail importante en quelques secondes. Je ne rentre pas en transe. Je suis seulement concentré sur ce que je vais faire. Et je travaille en me concentrant, disons, d'une manière peut-être particulière ce soir-là, parce que je n'avais rien pour travailler. Mais il fallait que je sente une présence humaine. Et maintenant, tout est entre les mains de Jean-Louis Crozier. Seul, avec une carte et son pendule, il va tenter le soir même de retrouver Alain, qui est à 200 km de là. Très vite, le pendule réagit. Jean-Louis Crozier perçoit un écho. Comment être sûr? Et puis la question la plus importante, Alain est-il vivant? Il y a quelque chose en moi qui se produit que je passe dans un état second. On a envie de sentir le disparu, de le saisir, en somme, de dire, on a presque envie de le guider d'une certaine manière. Le lendemain matin, pour l'aider dans ses recherches, le directeur du foyer d'Alain fait porter au radiesthésiste une photo du disparu. Alors, voilà la photo. Voilà la carte.
pendule réagit de nouveau et il indique le même emplacement que la veille. Va-t-on enfin retrouver Alain, qui a disparu depuis 2 jours et 2 nuits? Je ne sais pas, je ne connaissais pas le site de Chorange. Mais je pourrais dire, je crois que je pouvais presque le voir d'une certaine manière. Mon point était un point très précis. Sans photo, j'avais trouvé ce point. Avec la photo, je trouve ce point. Je dis, il n'y a pas d'autre endroit possible pour moi où il puisse se trouver. Au pied de la falaise, entre les 2 ruisseaux. Je vous tiens au courant, monsieur Crozier, et je vous remercie. Immédiatement, les secours suivent les indications de Jean-Louis Crozier et se rendent dans le périmètre qu'il leur a indiqué. Un endroit très difficilement accessible qu'ils n'avaient pas exploré. Alain est vivant, affaibli mais vivant. Et c'est exactement à l'endroit indiqué par le pendule qu'on l'a retrouvé. Si vous êtes contre la radiesthésie, vous ne pouvez pas nier de toute façon le phénomène et dire bon ben ça a marché. Et alors le hasard, bon pour un peu je veux bien, mais là en l'occurrence avec tous ces événements et tous ces éléments que donne le radiesthésiste, il n'y a plus du hasard. Bon, qu'est-ce qu'il y a, j'en sais rien, mais il y a un résultat. Le disparu a été retrouvé à l'endroit que j'avais indiqué. Je crois que la chance, c'est peut-être une façon de voir les choses, mais surtout, je crois qu'il faut avoir envie de chercher les disparus, il faut avoir envie de s'occuper des autres. Parce que pour être un bon radiesthésiste, si on n'aime pas les autres, on ne peut pas vraiment les chercher avec la passion, le désir de vouloir les sauver quand il y a un risque, quand il y a un danger. Quelle force mystérieuse a permis à Jean-Louis Crozier d'entrer en contact avec Alain? Comment expliquer qu'à 200 km de distance, grâce à cet objet étrange, il ait pu déterminer l'endroit précis où se trouvait le disparu? Et tout ça avec une carte d'état-major et une simple photo. Jean-Louis Crozier, vous n'êtes décidément pas un homme comme les autres. Non, je pense que je suis tout à fait un individu normal, qui exploite peut-être une sensibilité que pratiquement tout le monde possède, mais il faut avoir envie de le faire surtout. Je crois que le secret est pratiquement à ce niveau-là. Il suffit d'avoir envie, donc je peux apprendre. Oui, bien sûr. Mais il ne faut pas avoir des dons particuliers, une force psychique particulière, non? Force psychique, peut-être dans le sens qu'il faut avoir ce désir de vouloir trouver quelqu'un, car quand on pense que une recherche qui peut se commencer un soir à 22 h, on est obligé de dire à des pompiers, à des gendarmes, le disparu est mort. Ce n'est pas la peine de le chercher cette nuit. Je m'engage fortement car si le lendemain matin, on trouve ce disparu mort, mais seulement depuis 2 heures, à cause de moi, dans la nuit, on ne l'a pas cherché. Donc j'ai la responsabilité de la vie de quelqu'un quand je travaille, quand je dis qu'un disparu est vivant, ou blessé ou mort, je prends une responsabilité. Et c'est parfois très difficile. C'est quand même assez exceptionnel, non pas de voir les gendarmes avoir recours au service d'un radiesthésiste, en l'occurrence Jean-Louis Crozier, mais de voir les gendarmes le reconnaître, parce qu'il y a un risque énorme pour la réputation de la profession, en quelque sorte. Mais vous, alors, à la compagnie de Saint-Marcellin, vous avez appliqué en quelque sorte une consigne qui avait été imposée par votre prédécesseur. Pas du tout. Mon prédécesseur ne m'avait rien imposé, mais j'ai pensé que c'était bon. Vous étiez d'accord avec lui? Je veux quoi. toutefois attirer l'attention sur 2 choses. C'est que la gendarmerie a de multiples missions à remplir. On en dénombre 400. Vous savez, le gendarme fait toutes sortes de choses. Mais parmi toutes les missions de la gendarmerie, la plus importante, c'est la protection des personnes et des biens. Ça, vous voyez, c'est important au départ. C'est celle d'ailleurs qui recouvre pratiquement la plupart des missions. Deuxième chose que je voudrais vous faire remarquer, c'est que personnellement, je ne suis ni naïf, ni crédule. Mais j'estime que normalement, on doit tout mettre en œuvre pour rechercher une personne qui a disparu. Car souvent, la personne qui a disparu, c'est une personne qui est en danger physique. Cette personne peut mourir d'un moment à l'autre. Donc il faut aller aussi vite que possible. Bien sûr,
travailler avec minutie, mais mettre tout en œuvre. Bon, enfin, Jean-Louis Crozier, il n'y a pas que des réussites aussi dans votre métier, il y a un certain nombre d'échecs. La proportion, vous nous la rappelez? Je considère que j'ai à peu près 25% de réussite donc, par rapport aux chiffres de travail, mais j'ai plus de... Sur 1030 disparus que j'ai recherchés à ce jour, donc j'ai environ 670 résultats en attente. Ce sont des résultats que dans certains cas, je suis à peu près certain d'avoir raison, car il y a beaucoup de témoignages, mais on n'a pas retrouvé, bien souvent, il faut employer le mot, le corps du disparu. Ce que fait Jean-Louis Crozier, c'est quoi? C'est de la voyance. Je sers du pendule, mais l'important, ce n'est pas le pendule, c'est, si j'ose dire, le bonhomme qu'il y a au bout du pendule. C'est parce que moi, je pourrais faire la même chose avec un pendule, mais je ne découvrirai pas ce que découvre M. Crozier. Ce que j'aime surtout en Crozier, c'est qu'il n'impose à personne des théories plus ou moins vaseuses, comme font presque tous les radiesthésistes. Il reconnaît qu'il a des possibilités, mais il ne prétend pas les expliquer. Votre métier est quand même terriblement encombré de charlatans, non? Malheureusement, oui. Je pense que certaines personnes ont des crédits, si on peut dire, de confiance, d'amitié par leur travail. Mais comme dans toutes les professions, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont plus ou moins honnêtes, qui font semblant. On peut tricher dans ce métier, beaucoup. On peut vendre du gadget, il ne faut pas l'oublier. Vendre des pendules soi-disant magnétisées. En fait, ce n'est pas le pendule qui fait de la radiesthésie, c'est toujours le radiesthésiste. Et le pendule n'a aucune valeur par lui-même. Un pendule, c'est un objet suspendu. Donc moi, si j'achète un pendule, ça ne marchera pas. Vous prenez, on pourrait dire, une pointe au bout d'une ficelle, vous aurez le même résultat qu'avec un pendule doré à l'or fin ou en pierre précieuse, ça sera absolument pareil. Merci Jean-Louis Crozier. Une anecdote sous votre contrôle que l'on m'a citée, qui montre à l'évidence que si tous les phénomènes paranormaux, la radiesthésie, etc., n'a pas toujours bonne presse, à l'école de guerre, du temps de nos parents, bien avant la Deuxième Guerre mondiale, l'un des examens que l'on faisait passer aux jeunes officiers consistait justement à suivre le déplacement des troupes avec un pendule sur une carte d'état-major. Peut-être croyez-vous aux fantômes, en tout cas on a dû vous raconter des histoires de fantômes dans votre petite enfance. Vous avez certainement lu des histoires de fantômes, vous avez remarqué comme moi qu'elles sont toutes d'origine britannique, écossaise plus précisément. Eh bien le dernier de nos mystères, c'est une histoire de fantômes, mais c'est une histoire de fantômes bien de chez nous, bien française, puisqu'il s'agit du fantôme de la belle Lucie qui hanterait toujours, dit-on, 400 ans après sa mort, le château de Vos. Au cœur de l'Auvergne, dominant de ses hautes tours la plaine de l'Allier, se dresse depuis 8 siècles le château de Vos. Un château de légende où il se passe des choses étranges. On raconte qu'au XVIe siècle, le châtelain tomba éperdument amoureux d'une très belle jeune fille nommée Lucie. Pendant qu'il était parti guerroyer, son épouse, pour se venger, la fit assassiner dans la tour carrée. On raconte aussi que depuis, Lucie revient toutes les nuits au château. Aujourd'hui, le baron Ephraim Tagori de la Tour vit seul au château. Ses insomnies le poussent souvent à arpenter les couloirs à une heure avancée de la nuit. Mais il n'erre pas sans but. Où va-t-il? Je dors mal. C'est vrai que je dors très très mal. Donc je me promène. Mais ce château, pendant la nuit, vive. On attend beaucoup de choses, des armures, des chuchotements, beaucoup de choses. C'est très vivant et très intéressant. C'est là, dans la salle des pendus et dans le chemin de ronde, que chaque nuit, le baron a un rendez-vous. Un rendez-vous mystérieux qu'il ne manquerait pour rien au monde. C'est le fantôme de Lucie que le châtelain rencontre chaque nuit à Vos. Lucie, la belle jeune fille morte tragiquement il y a 400 ans. La première fois, j'ai vu Lucie comme petite lumière. Après quelques temps, j'ai vu la lumière en pleine, surtout la pleine ligne. Je vais dans toute la puissance et je vais aussi dans cette lumière l'ombre que font une silhouette d'une personne humaine. Le baron n'est pas le seul à avoir vu le fantôme. Une jeune étudiante, Florence, travaille au château. C'est elle qui fait visiter le domaine. C'est au cours d'une visite de nuit que Florence, elle aussi,
a vu l'apparition. J'ai toujours l'impression d'être surveillée ici. J'ai déjà vu Lucie, hein, j'ai vu un ectoplasme, une forme lumineuse qui bougeait, qui s'avançait vers nous, puis qui disparaissait et qui réapparaissait quelques secondes après. Avec à l'intérieur une sorte de silhouette de femme, c'est assez vague quand même. Et c'est très impressionnant. Il est évident que ce château a une âme. Ce château, les pierres de ce château ont une vie propre. On a l'impression que c'est tout un monde très ancien qui a souffert, qui a vécu, qui a fait vivre ces pierres et qui est encore là d'une façon un peu mystérieuse, bien sûr, très mystérieuse même, mais très précise. Vaux, c'est pourtant un village si tranquille. Qu'y a-t-il vraiment derrière les murs du château mystérieux? C'est en août 1984 qu'une équipe de France Inter, intriguée par la rumeur, décide de venir faire un reportage sur ces phénomènes étranges. Ils veulent tenter l'expérience de voir Lucie en direct et, si possible, de l'enregistrer. Un médium, Raymond Réan, et sa petite fille de 10 ans, Aurore, se sont joints à l'équipe. Monsieur le baron Tagory de la Tour. C'est moi-même. Jean-Yves Casga, France Inter. Bienvenue. C'est vrai que j'ai du mal à croire aux fantômes, donc c'est vrai qu'on n'était pas très enclin à croire qu'on allait voir des ombres. Mais c'est vrai aussi que le baron avait une façon de le raconter qui était telle que ça aurait été déraisonnable de ne pas passer une nuit à rester dans le château. Le groupe est immédiatement saisi par l'atmosphère du château. Et tandis qu'il traverse la cour d'honneur pour commencer la visite, Aurore, elle, a l'impression étrange d'être observée du haut des tours. Le fantôme de Lucie va-t-il se manifester ce soir? Aurore, tu viens? J'arrive, grand-père. Pendant toute la journée, les deux ingénieurs du son mettent tout en place pour détecter la moindre trace de subterfuge. Test micro 6, tu m'entends? 1, 2, 1, 2. Ok, c'est bon, passe au suivant. On avait installé un micro tous les 2 mètres sur le parcours supposé du fantôme. Et en fin de compte, on a été assez surpris parce que, bon, il s'est passé quelque chose, quoi. Et la nuit venue, peu avant minuit, tout est prêt. Il a été convenu que le baron resterait dans une pièce reculée du château avec un membre de l'équipe. Dans la salle des pendus, on attend fébrilement l'apparition. L'un des deux ingénieurs du son se trouve sur place et, pour plus de sécurité, le deuxième technicien a installé le matériel dans une autre pièce qui sert de régie. Il y a quelque chose là. Près de la fenêtre. Qui le voit? Moi, je la vois. Ça grandit. Mais où? Quelle fenêtre? Là. Près de la fenêtre, là, à droite. Là. Vous avez vu?
Lucie, viens. Lucie, viens. Prends une photo. Lucie, viens. Viens, Lucie. Père, t'es à côté de moi, j'ai peur. Oh là là, j'ai jamais vu ça. Regarde, elle va faire apparaître son corps. Regardez se diriger vers le chemin de ronde. Et c'est à ce moment-là, dans le chemin de ronde, où des micros ont été installés tous les 2 mètres, c'est à ce moment précis qu'un bruit très étrange va être enregistré. Écoutez. Elle grandit, elle grandit. C'est fantastique. Non, j'ai jamais entendu un bruit comme ça. Surtout dans ces conditions, il était minuit et demi, dans une pièce où on est seul. Donc j'avais envie de voir, et quand je suis parti pour voir, j'ai allumé ma torche, et puis je ne m'attendais pas à les voir de dos, je les ai vus de face. Donc c'est là que je me suis rendu compte que le phénomène était entre moi et eux, et certainement j'avais dû le traverser. Je crois que c'est terminé, on ne verra plus rien. Elle était semi-matérialisée, vous voyez. On ne la voyait pas entière. Ou alors, quand je la voyais entière, on ne voyait pas les habits, on ne voyait qu'une ombre. Ou alors le visage. Et c'est seulement que quelques instants qu'on a pu la voir entière. Des fois, on voyait que la moitié du corps. Et puis, ma petite fille l'a vue et lui a dit « Lucie, viens ». À ce moment-là, le fantôme s'est encore plus concrétisé. Il est venu vers ma petite fille. Vous imaginez la surprise. Grand-père est à côté de moi. J'ai peur. C'est une forme un peu nébuleuse, éclairée de l'intérieur, qui est apparue par flash. Je l'ai vu donc au début de façon très floue. Et puis j'ai eu 2 ou 3 flashs très importants. Et là, donc je ne pouvais plus douter de ce que je voyais. C'est la seule et unique fois où j'ai été témoin de ce phénomène. Mais je dirais que c'est pour une bonne raison. C'est que les autres fois où je suis allé sur des histoires semblables, irrationnelles, on a trouvé l'explication. Mais aujourd'hui, là, maintenant, on est obligé de dire que on est complètement en l'air. On ne sait pas ce qui s'est passé. Il reste 2 preuves tangibles de cette expérience. Une photo prise cette nuit-là et l'enregistrement magnétique d'un son qui, après analyse, demeure inexpliqué. Alors, que s'est-il passé cette nuit du 4 août 1984 à Vos? Le mystère persiste. Une photo et un son, je dois dire, particulièrement horrible. Bon, nous en rejoint aux côtés du professeur Rémi Chauvin, Bernard Houdin. Bernard Houdin a traduit d'un auteur américain, Daniel Cohen, une encyclopédie des fantômes. Il y a même ajouté d'ailleurs d'autres histoires. Disons qu'il a adapté ce livre, Bernard Houdin. Complété, exactement, c'est ce que vous disiez. Historien et biographe, mais il s'intéresse au paranormal aussi. Et puis Jean-Yves Casgam, mon confrère, oui. Dont la parole naturellement est hors de doute. Oui, une photo, un son
et puis aussi, disons-le tout de suite, des tas de petits pépins quand même complètement anormaux. Entre parenthèses, c'est assez curieux de se revoir là, de revoir la scène. À part que bon, la technique de la synthèse a peut-être un peu exagéré la luminosité de ce que nous avons vu, mais effectivement, c'est ça, quoi. Alors, il faut quand même se rassurer, c'est que le son est effectivement, il fait un petit peu peur, mais après analyse, on sait ce que c'est. On sait que c'est la décharge d'un condensateur, on a pu analyser la fréquence, etc. Le vrai problème que ça pose, c'est que pour obtenir cette décharge de condensateur, il aurait fallu plonger le micro dans un jet de vapeur à 100 degrés, ce qui est assez rarement le cas dans un chemin de ronde dans un château du XIe siècle. Et en plus, dans ce cas-là, au bout de 3 secondes, la petite pastille qui est à l'intérieur du micro aurait dû fondre. Elle n'a pas fondu? Pas du tout, puisque le son, là, on ne l'a pas entendu en entier, mais il fait à peu près 20 secondes, un petit peu plus de 20 secondes, et le micro a toujours continué à fonctionner. Donc effectivement, il y a une énigme. Alors en quoi une apparition comme ça, de ce type lumineuse, pourrait-elle émettre un bruit qui s'apparente à celle d'un condensateur qui se décharge? Alors, vous qui êtes journaliste scientifique aussi. Nous, on a quand même, vous imaginez, un petit peu envisagé un certain nombre de choses. Bon, la première impression en sortant, à part que c'était une émotion invraisemblable, hein, parce qu'il y a toute l'équipe, vous imaginez ce qui se passe. Il y a toute l'ambiance. Je suppose ouais. que Bernard Oudin y est sensible, parce qu'on a le château du Moyen-Âge, le baron qui est une figure quand même assez extraordinaire, la légende locale, l'histoire de Lucie, il y a tout ce qu'il faut pour tous les ingrédients du fantôme. Surtout qu'on était parti, nous, pour faire le portrait d'un personnage un peu atypique, qui est le baron, qui vit un petit peu dans son château avec son fantôme. Enfin, on y allait vraiment pour faire un portrait. Et donc, on a eu la surprise. Bon, première réaction, une fois qu'on s'est un petit peu calmé, hein, parce qu'il y a eu un moment où c'était le club des 5 en vacances, vous voyez, c'était un petit peu ça. On s'est dit, bon, phénomène d'autosuggestion. Oui, on s'est dit hallucination collective, parce qu'en réécoutant les bandes, c'est tellement évident que c'est le médium qui met toute la mécanique en marche, parce que c'est le premier à voir, c'est le premier à dire « est-ce que tu vois pas ça ?» C'est le premier à lancer sa petite fille, etc. C'est intéressant ça, Rémi Chauvin, parce que la présence du médium n'explique pas l'apparition ce soir-là. C'est vrai qu'on l'a un petit peu soupçonné. C'est élémentaire, mon cher Watson, c'est classique. Et puis pour avoir beaucoup parcouru les ouvrages du cher Rémi Chauvin, c'est vrai que c'était la première réaction que j'ai eue. Puis la deuxième, mais alors c'est maintenant, hein, parce que ça s'est passé il y a quelques années. 84. Voilà, et donc j'ai quand même continué à m'interroger. On y est même retourné une année avec Rémi Chauvin, parce que je voulais vraiment... Et vous l'avez vu? Ben non, il a rien. Non, j'ai pas attrapé le fantôme. Par contre, j'ai attrapé un sacré rhume. Hein. Oui, parce que j'écoute depuis le début de l'émission, bien sûr, et c'est vrai ce qu'il dit. Lui, il va voir, il essaye. Alors évidemment, un phénomène comme ça, ça aurait été un miracle que ça se reproduise 2 années de suite. Ça, bon. Mais entre-temps, en fouillant un petit peu, ça pourrait, et donc là maintenant il faudrait expérimenter, ça pourrait être une décharge de gaz, parce que c'est de la pierre volcanique. Il avait énormément plu. Il y a un gaz qui s'appelle le radon qui est souvent dégagé par de la pierre. Alors évidemment, ça ne tient pas bien. Ça a duré combien de temps? Et voilà, c'est ça, c'est que ça a duré 23 minutes, que quand même le phénomène se déplaçait. Mais disons que pour l'instant, moi je préfère, parce que je ne crois pas qu'il y ait du paranormal, je crois qu'il y a du normal pas expliqué. Et c'est l'intérêt de ces choses-là, c'est d'aller chercher, d'aller creuser. Donc mon métier, c'est d'être journaliste. Donc j'enquête, je ramène des éléments. Ouais. Mais moi, je ne sais pas tout. Et il y a quand même des gens dont ça serait le métier d'aller creuser un peu plus. Du normal pas expliqué aujourd'hui, c'est ce qui explique qu'on l'appelle du paranormal. Oui. Alors on reprend l'hypothèse psy de la première histoire, Rémi Chauvin, c'est-à-dire l'histoire de la maison qui saignait. Ça renvoie à des explications purement psy. À des phénomènes où on passe graduellement du poltergeist sans apparition de fantômes aux apparitions de fantômes accompagnés de poltergeist. Tout ça, c'est un ensemble, n'est-ce pas? Et on a des explications ni pour l'un ni pour l'autre. Des histoires très nombreuses. Je me suis laissé dire qu'il arrivait toutes les semaines que les gendarmes soient dérangés par des gens qui se prétendent dans des maisons hantées, qui prétendent avoir entendu des poltergeists. Il paraît que ça arrive toutes les semaines. En tout cas, ça arrive certainement de nos jours, et certains cas sont bien étudiés, comme celui qu'a étudié Bender à Fribourg-en-Brisgau et plusieurs autres. Alors, vous qui connaissez bien la littérature, Bernard Oudin, sur ces problèmes de fantômes, ce serait intéressant de savoir s'il y a des phénomènes établis, en quelque sorte, de maisons hantées, mais inhabitées, ce qui écarterait l'hypothèse psy. Vous me direz, il fallait bien qu'il y ait quelqu'un pour les voir. Oui, bien entendu, il y a eu des maisons inhabitées, mais
il n'y a pas de constante dans ces histoires de fantômes. Enfin, il y a parfois des constantes et parfois des choses complètement différentes. Enfin, pourquoi est-ce que la plupart d'entre eux nous viennent d'Écosse? Oui, alors c'est ça. Bon, il y a des constantes, pas seulement d'Écosse. Par exemple, le bruit de chêne, bon, qui est un vieux thème, n'est-ce pas, de la littérature sur les fantômes, eh bien, on la retrouve déjà dans la littérature romaine. Des Romains parlent de fantômes qui faisaient des bruits de chêne. C'est même extraordinaire de penser que on penserait que ça date du Moyen-Âge ou même de beaucoup plus près. Bon. Alors, évidemment, vous avez une pléthore de fantômes, non seulement en Écosse, mais en France apparemment, ou en Allemagne, dans des vieux châteaux, des maisons inhabitées, etc., des cimetières, des endroits qui ont l'air appropriés. Puis vous en avez dans des endroits, vous êtes les derniers endroits où vous attendriez à voir des fantômes. On en a trouvé, enfin on en a vu, on a cru en voir, dans des sous-marins, dans des aéroports, enfin dans des endroits qui ont l'air tout à fait se prêter extrêmement peu à ces apparitions. Mais alors, vous, dans votre livre, vous publiez des photos, mais alors où l'apparition est beaucoup plus visible. Alors, est-ce qu'il n'y a pas de la supercherie là-dedans? Ah bah ça, est-ce que les photos ne sont pas des superpositions les trois quarts, probablement toutes les photos de fantômes sont truquées. Elles se sont multipliées, il y en a eu des milliers au XIXe siècle, parce qu'au XIXe siècle, quand on a inventé la photographie, c'était des émulsions extrêmement lentes, on posait très longtemps, et les photographes se sont aperçus, et parfois d'ailleurs au départ ils n'ont pas compris, que si quelqu'un passait dans le champ, pendant que parfois allait fumer une cigarette, parce que ça pouvait durer 10 minutes, tout d'un coup il voyait sur la plaque apparaître quelque chose, et certains, on pense même que certains photographes, avec la meilleure bonne foi du monde, ont cru avoir photographié des fantômes. Puis après, bien entendu, un certain nombre d'escrocs qui, eux, connaissaient cette particularité, mais alors que des tas de gens du public ne le savaient pas, ont exploité ça pour faire revivre des morts, réapparaître, etc. Ils faisaient des superpositions de photos, etc. Cela dit, il arrive qu'il y ait des photos dont je ne dirais pas qu'elles ne sont pas truquées, mais enfin qui ont vraiment été très étranges. Il y a par exemple, lui, il y a très peu d'années, il y a une quinzaine d'années, des touristes qui se trouvaient visiter un château à Greenwich, à côté de Londres. Bon, pas du tout style le château hanté, un château 18e. Et ce touriste a photographié un escalier à vis, grand escalier, où il n'y avait personne. Et sur la photo est apparue une main toute seule sur la rampe. Donc on n'a jamais su très bien, un peu flou. Vous faites une blague du laboratoire, ça? Alors, non, semble-t-il non. Et c'est une photo très troublante. Il y a des choses qu'on ne s'explique pas bien et c'est amusant. Il a aussi d'ailleurs, Daniel Cohen, dans son livre, donne une formule que j'aime beaucoup. Il dit il y a ceux qui croient aux fantômes et ceux qui n'y croient pas, mais curieusement, c'est ceux qui n'y croient pas qui en ont le plus peur. Tout à fait, oui. Tout à fait. Et ceux qui y croient pensent que c'est d'une présence souvent bénéfique, alors que ceux qui n'y croient pas ne seraient pas rassurés du tout à l'idée d'en voir. Moi, je retiendrai, pour conclure ce rapide débat, la formule de Jean-Yves. Il n'y a pas de paranormal pour moi, il n'y a que du normal pas expliqué. Il faut que cette discipline vraiment devienne une science, et non plus une activité maudite. Alors, vous avez l'air de penser que ça y est, on va y arriver, on va pouvoir... Je pense qu'on va y arriver, mais si vous me permettez, pour conclure, de rappeler que cet univers est vraiment extrêmement troublant et qu'il ne nous est connu qu'une manière très imparfaite. Et comme dit Baudelaire, l'univers est un temple où de vivants piliers laissent parfois passer de confuses paroles. L'homme marche à travers la forêt des symboles qu'il l'observe avec des regards familiers. Il y a toutes sortes de présences autour de nous que nous pourrions étudier, mais une sorte de répugnance irrationnelle nous en empêche. Je regrette. Merci, nous allons donc nous quitter. J'espère que vous avez suivi avec énormément d'intérêt de bout en bout ce numéro 1 de cette émission Mystère. À bientôt, j'espère, sur TF1.
château.